Bonjour Pierre-Alain Coffinier. On vient d'entendre Emmanuel Macron solliciter l'aide de la Chine pour la situation en Ukraine. Apparemment, l'opération n'est pas réussie. La Chine, elle, ne s'est pas engagée pour aider l'Ukraine. Est-ce que, d'ailleurs, elle est déterminante dans cette affaire? La Chine? Oui. Ah oui, je pense, certainement. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais par contre, on voit à quel point le commerce avec la Chine, enfin l'appui économique de la Chine est important aujourd'hui, que la Russie est coupée de ses relations économiques avec l'Ouest, avec nous, en grande partie avec les États-Unis également, et que donc la Chine est totalement déterminante pour l'économie russe aujourd'hui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine peut accepter, au final, le plan de paix des Américains? Je ne suis pas spécialiste non plus, mais je pense que je suis très, très, très sceptique. La première chose qu'il faut savoir, c'est quels sont les objectifs de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, au début, ce qui craint d'abord, c'est que l'Ukraine soit trop indépendante de lui. Il veut une Ukraine vassalisée de façon à ce que l'Ukraine ne se rapproche pas de l'Europe et ne devienne pas un pays démocratique, ce qu'il craint avant tout, d'après moi. Donc, ce point, d'après ce que je comprends, ne figure pas dans le plan de paix américain. Donc, moi, je suis sceptique. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ça. Non, vous n'êtes pas spécialiste, mais vous avez un grand avantage, c'est que vous avez passé 5 ans au cœur de l'Oural et au cœur d'une Russie qui est complètement inconnue des Français, qui est cette Russie qui se trouve vraiment, on allait dire, le plus à l'est du centre, ou le plus à l'est de l'ouest de la Russie, vraiment à la jonction, là où il y a la frontière entre l'Europe et l'Asie. On va y revenir. Juste, je voudrais quand même qu'on revienne dans un moment sur les actuels pourparlers. Précisément, vous n'êtes pas un spécialiste, mais vous avez passé 5 ans là-bas, 5 ans au contact de cette société russe. Que vous inspire, à vous, diplomate français, c'est pour parler entre Kiev, Washington et du coup Moscou? Eh bien, ce que ça m'inspire, c'est que Poutine, si ça aboutit, à supposer que ça aboutisse, on peut imaginer qu'il y aura une partie de l'Ukraine qui sera qui pourrait être sous contrôle russe, sauf que l'Europe ne pourra pas l'accepter. Mais l'un des objectifs de Poutine, comme je disais à l'instant, c'est qu'il veut une Ukraine vassalisée, et cela, je crois, nous ne pourrons pas l'accepter, les Ukrainiens non plus. Il faudra... alors lui, ce qu'il voudra, c'est habiller le plan de paix sous une forme où il apparaisse vainqueur. Mais en fait, il ne le sera pas. Il ne le sera pas parce que l'Ukraine ne sera pas vassalisée de la même façon que la Biélorussie. Voilà. Vous avez observé l'effet réel des sanctions là où vous êtes. Une des questions qui se pose souvent quand on voit les chancelleries lancer des sanctions, des nouveaux trains de sanctions, c'est de dire c'est symbolique, mais finalement ça ne marche pas. Est-ce que c'est vrai ? Alors je crois que jusqu'ici, ça n'a pas tellement marché, parce que le premier réflexe des Russes et des milieux économiques au moment des sanctions, c'est-à-dire il y a bientôt 4 ans, en 2022, quand elles ont été lancées, ça a été de se mobiliser complètement pour réussir à les contourner. Il y a eu partout, moi j'ai vu, des séminaires, des rencontres entre économistes, dans les universités, etc., avec les hommes d'affaires, les oligarques, etc., pour savoir comment faire. Ils ont trouvé comment faire, avec l'aide évidemment des pays que vous savez. D'abord, pour contourner les sanctions, le Kazakhstan, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arménie dans une moindre mesure, parce qu'elle est bien plus petite, et ils ont trouvé différentes façons, et avec la Chine évidemment également, et moi ils m'ont expliqué le mode d'emploi.
C'est-à-dire? Alors, le mode d'emploi, vous avez trois grandes façons de faire. La première, c'est de légaliser les importations illégales. Le long de la frontière avec la Chine, par exemple, qui est très longue en Extrême-Orient, il y a beaucoup de passages il y a toujours eu de la contrebande. Et il y en a toujours. Donc, vous pouvez demander à une compagnie chinoise d'importer beaucoup, et là-dessus, paf, ça s'infiltre en Russie, on légalise à l'arrivée. La deuxième... La deuxième façon, une deuxième façon, c'est que le Kazakhstan importe des biens qui sont sous sanction, et la compagnie russe qui est au nord, par exemple dans la région où j'étais, l'Oural, Sibérie occidentale, c'est une très grande région très industrielle qui produit beaucoup d'armements, qui a des industries lourdes très très importantes également. C'est une région aussi qui est très importante parce qu'elle a une bonne partie du pétrole russe est produit dans la région où j'étais. Eh bien, vous avez une branche d'une société russe qui s'installe au Kazakhstan. Au Kazakhstan, elle fabrique les composants qui ont besoin de matériel sous sanction. Donc, c'est importé par le Kazakhstan. Et une fois que ces pièces sont assemblées au Kazakhstan, elles sont exportées en Russie. Et voilà, ils ont contourné les sanctions. Donc, ça, elles deviennent kazakhs. Voilà. Il y a une chose qui est très intéressante aussi dans votre livre, dans votre récit, c'est que vous avez observé ce que vous disiez les Russes. Aujourd'hui, et ne me répondez pas, je ne suis pas un spécialiste parce que je ne suis plus en poste en Russie, parce que vous devez quand même avoir quelques signaux. Que pensent les Russes aujourd'hui vraiment, et que pensent-ils vraiment de cette guerre en Ukraine? Alors, la première chose qui me frappe, c'est que l'opinion a un petit peu changé depuis le début. Au début, vous aviez les gens qui étaient contre et les gens qui étaient pour. Maintenant, eh bien, ils s'y sont habitués, ils considèrent que c'est une fatalité, c'est quelque chose qui leur tombe dessus, un petit peu comme un cataclysme naturel, et ils voient que il faut qu'ils s'habituent, qu'ils s'adaptent dans leur vie quotidienne, etc. Et en réalité, l'opinion sur la guerre a cédé le pas à une opinion à leur préoccupation quotidienne, de savoir comment survivre avec une inflation qui augmente, avec des difficultés économiques qui malgré tout augmentent. Et c'est cela qui alimente les conversations davantage que de savoir si on est pour ou contre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis longtemps, en réalité, ils veulent que ça cesse. Ils veulent que ça cesse parce qu'il y en a beaucoup qui tiennent aux relations avec l'Europe et qui voient que leur pays est au banc des nations et qui n'aiment pas ça. Ils n'attendent que ça. Il y a une grande demande. Alors, un des points d'ailleurs qui a été soulevé dès le début de la guerre, dès le début du conflit, c'est que il y avait une tentation russe de rompre avec l'Europe et plutôt de se tourner vers l'Asie et donc de devenir une puissance eurasiatique. Est-ce que vous avez observé un tropisme asiatique dominant chez les élites que vous avez fréquentées ou bien au sein de la population? Ni chez les élites, ni au sein de la population, il n'y a de véritable tropisme vers la Chine. La Chine est loin et c'est considéré comme un pays qui comprennent mal, et alors que toute leur culture et toute leur volonté de tourisme se tournent vers l'Europe. C'est vers l'Europe que ceux qui ont les moyens veulent voyager, veulent éventuellement investir. En boutade, il me disait, personne chez nous n'irait s'acheter un appartement sur la côte chinoise, alors qu'ils vont en Italie. Ceux qui ont les moyens ont des appartements ou des propriétés sur la côte d'Azur ou en Espagne, etc. C'est en Europe que les oligarques ou ceux qui ne sont pas oligarques mais qui ont des moyens ont investi leur argent, placé leur argent, c'est vers là qu'ils veulent aller. Et quand ils ont un deuxième passeport, et il y en a ceux qui ont les moyens, il y en a quand même un certain nombre, et bien c'est un passeport européen, d'abord chypriote d'ailleurs. Qu'est-ce que vous appelez le malaise russe ?
Alors le malaise russe, c'est le fait que, eh bien, ils se sentent pas à l'aise avec cette décision de leur président de rompre avec, enfin de rompre avec l'Europe. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Ils ne le souhaitent pas. Leur culture a toujours été tournée vers nous. Et c'est quelque chose qui est important pour eux. Comment ils vous l'ont exprimé ? Eh bien, la première chose... Vous, agent de l'étranger, comme vous. Oui, parce que officiellement, je l'ai été à un moment dans cette vidéo, dans ce film qui a été monté juste un peu après mon départ, au début 2024, sur les agents de l'étranger russes et européens, et on m'a montré quelques instants comme notre. Alors donc, vous me demandez... Et donc, si on regarde la vidéo, on vous retrouve dans une vidéo russe. Oui, enfin quelques. Vous qualifie comme agent de l'étranger. Alors, oui, alors, vous me demandiez de quelle façon je percevais qu'il n'était pas hostile aux Européens. Eh bien, en ce qui me concerne, dans les rues, enfin, tout le monde me connaissait. Je veux dire, tout le monde m'identifiait comme un diplomate européen, comme le consul général de France dans cette région, mais je n'ai jamais eu de sentiment d'hostilité. Au contraire, ils ont toujours Mais ça, c'est été... parce que vous êtes diplomate, Pierre. Non, parce qu'ils étaient sympas avec moi. Ils se livraient sans retenue. Enfin, voilà. Ils ont toujours aimé l'Europe. Et ils continuent, alors que Moscou nous qualifie comme, et me qualifiait certainement, comme un élément hostile, enfin appartenant, représentant évidemment d'un pays hostile. Et comme vous connaissez la politique de notre président de la République, la France est à l'avant-poste des pays hostiles pour les Russes. Ça, en tous les cas, on ne peut pas enlever à Emmanuel Macron quand même un certain nombre d'efforts qui ont visé à atteindre cet objectif. Voilà. L'Oural et Ekaterinbourg, donc c'est là où vous vous trouvez, c'est un lieu tragique où furent massacrés d'ailleurs par les bolcheviks la famille impériale russe le 17 juillet 1918. C'est un lieu qui est complètement inconnu des Français, sauf ceux qui avaient vu le film Anastasia. Comment a été vécue l'entrée en guerre au moment où Vladimir Poutine prend la parole dans cette nuit, du 23 au 24 février 2022, et où il évoque l'opération spéciale contre militaire spéciale contre les nazis en Ukraine. Bon, alors là, ça a été la stupéfaction, parce que véritablement, personne n'y était prêt. Comme vous savez, Poutine avait dit, le discours officiel auparavant, c'était de dire non, on masse des troupes au nord de l'Ukraine, etc., mais c'est un exercice militaire tout simplement et rien d'autre. Il n'y aura pas de guerre, les Américains et les Britanniques mentent, non, on n'en a pas l'impression, on n'en a pas l'intention, etc. Donc, grande stupéfaction, une stupéfaction d'autant plus grande que les Ukrainiens les connaissent bien. Vous avez énormément de familles russes qui ont de la famille en Ukraine, qui ont des parents, qui ont des cousins, une grand-mère ukrainienne, etc. Mais c'est vraiment un grand pourcentage. Ou alors qui sont allés, qui ont fait des études à l'époque soviétique pour les plus anciens, et donc ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait faire la guerre à ce peuple qui est le plus proche d'eux possible et qu'ils connaissent bien, et ils considèrent qu'ils parlent la même langue. Comment ont été vécus les premiers échecs ? Alors, les premiers échecs, effectivement, la première année, eh bien, comment dirais-je ? Bon, ils ont... Enfin, pour commencer, les premiers échecs, ils s'en sont pas tellement aperçus, parce que la télévision russe les cachait complètement et montrait une autre réalité complète. Et c'est là qu'on en vient au discours officiel russe. En réalité, ça a consisté toujours à présenter tout sous le meilleur angle possible pour les Russes et à retourner les réalités, à montrer que cette guerre était indispensable, que si la Russie n'avait pas attaqué, elle se serait fait attaquer, ce qui paraît tout de même aberrant. On n'imagine pas la petite Ukraine prendre la décision d'attaquer la grande Russie, mais c'est ce que un certain nombre croyaient. Quand les Ukrainiens font des incursions sur le territoire russe, notamment jusqu'à Koursk, est-ce que justement les télévisions russes en parlent ? Les médias officiels russes en parlent ?
Alors, l'art des télévisions officielles russes et des propagandistes russes, hein, des porte-paroles du Kremlin, Dmitri Peskov ou du MID, Maria Zakharova, eh bien, c'est de retourner la réalité et d'essayer de montrer toujours que la faute ne vient pas de la Russie, ne vient pas des Russes. Quand, par exemple, le dernier exemple, c'est celui de Vladimir Poutine à un média indien hier. Il a dit que la Crimée n'avait pas été annexée par la Russie, mais qu'elle avait qu'elle avait demandé aux Russes d'intervenir parce que la majorité des Ukrainiens se sentaient mal en Ukraine et voulaient devenir russes par le référendum complètement biaisé dont vous avez entendu parler, et évidemment. Et ils sont assez forts pour ça, ils sont assez professionnels pour retourner comme cela. Et pour rejoindre la question que vous me posiez tout à l'heure, s'agissant de l'Europe, Poutine passe son temps à dire que nous sommes russophobes, et que l'Europe eh bien, ne va pas si bien, que c'est le chaos pour différentes raisons. Il montrait les gilets jaunes autrefois, il montre certainement des difficultés économiques aujourd'hui. Eh bien... ça, le Russe que j'ai rencontré n'y croit en fait pas tellement. On découvre sous votre plume un pays et un pan très peu connu de l'Europe, mais une société très dynamique avec une forte activité culturelle et une forte activité également contestataire. Oui. Alors la forte activité culturelle, bon, c'est peut-être un biais personnel également parce que ça m'intéressait. Et effectivement, les Russes, eh bien, moi je les trouve très attachants. Certes, un de mes lecteurs m'a dit votre livre est une sorte de déclaration d'amour au peuple russe. C'est un fait que c'est un peuple qui m'a touché pour les raisons suivantes. Ils sont intelligents, ils ont de l'humour, et en plus de ça, ils ont une grande sensibilité, et en plus de ça, ils sont éduqués, ils sont souvent, ils ont un haut niveau d'éducation, et donc on peut parler de toutes sortes de choses, de tout, et c'est intéressant. Et puis leur culture est vraiment tournée vers la nôtre, depuis plusieurs siècles. Même depuis oui. les fins fonds de l'Oural, si j'ose dire. Ah mais bien sûr, mais c'est l'Europe. Et une chose qui frappe, c'est que la population de ces grandes villes qui sont le long du Transsibérien jusqu'à Vladivostok, elle est blanche comme les Russes à Moscou ou Saint-Pétersbourg, hein, les yeux bleus, blonds, etc. Chez moi, c'était le cas, mais c'est aussi... Les grands Russiens. Voilà. Vous affirmez que vous avez observé une baisse de la popularité de Poutine. Comment l'avez-vous observé ? Alors ça, c'est les sondages le disent de temps en temps. Ça c'est vrai. Alors bon, maintenant ça va faire bientôt 2 ans que je n'y suis plus. Ce qui m'a frappé surtout, c'est la différence entre les générations. Les personnes les plus âgées croient à un homme fort. Dans toute leur histoire, il y a eu des hommes forts, les tsars, ensuite à l'époque soviétique, etc. Et ils pensent que pour défendre leur pays qui est immense, ils ont besoin de ça. Et donc cette génération des personnes les plus âgées qui s'informent par la télévision et qui est plus perméable au discours officiel, eh bien, ils ne croient pas à la démocratie, etc. En revanche, les jeunes, eux, eh bien, ils sont très geeks, ils sont très branchés, ils sont très réseaux sociaux, ils savent parfaitement ce qui se passe chez nous, ça les intéresse beaucoup, et eux, ils croient davantage aux libertés, ils ont une culture différente, et eux sont plus critiques. Alors pourquoi est-ce que à quel moment la popularité de Poutine a-t-elle baissé ? Eh bien, il y a quelques années, il avait, alors qu'il avait dit le contraire un petit peu avant, décidé d'augmenter l'âge de la retraite. Alors c'est comme chez nous, et ben ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Augmenter l'âge de la retraite. Donc à ce moment-là, ça a baissé. Ça baisse également parce que depuis la crise financière de 2008, qui a été sévère en Russie, eh bien le niveau de vie stagne. On sent quand même une société dynamique.
c'est pas quand même, on sent pas une société, on sent pas, c'est pas l'Est de l'Ukraine quand même. C'est pas là. C'est pas l'Est de l'Ukraine. On sent une société dynamique quand on vous lit. Oui, c'est une société dynamique, effectivement. Et alors, j'avais été frappé. Alors, au début, avant la guerre, une de mes missions était de développer des relations économiques. Donc, j'allais voir, visiter des usines, voir des hommes d'affaires, des oligarques, etc. Et en réalité, leurs usines ce n'est pas uniquement l'industrie lourde ou les armes, etc. Ils essayent de progresser. Et vous voyez des usines d'une très, très grande modernité. Alors, moi, je suis pas spécialiste. Néanmoins, on a l'impression que... J'ai fait une école de commerce. Oui, j'ai fait des secs, oui. Mais quand même, vous voyez qu'ils progressent, ils veulent toujours... Vous avez des jeunes, et pas seulement des jeunes, qui sont très, très bons en gestion, en sciences, et qui étaient très avides de coopération avec des pays comme nous, comme l'Allemagne ou d'autres. L'Italie, ça les intéresse beaucoup aussi. Il y a toujours une forme d'énigme autour du peuple russe depuis que la Russie s'est façonnée sous la poigne de ses tsars successifs. L'actuelle guerre en Ukraine n'a fait qu'épaissir ce mystère et c'est tout le mérite du livre de Pierre-Alain Coffinier que d'apporter à cette interrogation permanente une contribution toute fraîche. C'est l'ancien ambassadeur Pierre Vimont qui écrit ces lignes en préface de votre livre qui est absolument passionnant, exceptionnel, inédit, un aperçu donc de cette Russie profonde et méconnue. On ne sera pas forcément d'accord, mais on sortira plus instruit, plus intelligent de la lecture de ce livre. Le Malaise russe, c'est aux éditions du Cerf et c'est à lire. Bonne semaine, bon week-end sur le Figaro TV. Merci beaucoup, Vincent.